On va démarrer. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là. On a eu déjà d'excellentes interventions ce matin sur le recrutement, hein, également sur l'inclusion, en fait, sur l'accueil et l'inclusion. Et là, on va parler du management de la diversité. Alors, ce que je voudrais préciser, ça a été précisé ce matin, mais pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que quand on parle de diversité, on vise pas une diversité spécifique ou des diversités spécifiques. On vise toute la diversité humaine, hein, qu'elle soit culturelle, de handicap, de genre, de culture, de religion, ce que vous voulez. Mais c'est tout ce qui fait la richesse humaine. Enfin, peut-être je dévoile un petit peu aussi le sujet, ce qu'on en pense. Mais effectivement, on parle de la diversité de manière générale, ce qui est visible, mais aussi, n'est-ce pas, Mélodie, on en parlera assez vite, ce qui est invisible. Alors, ce que je voudrais faire déjà, avant qu'Emmanuel Hervé nous rejoigne, c'est dire deux mots sur nos intervenants. Donc, Mélodie, honneur aux dames toujours, hein, c'est mon éducation, pas vieille France, mais logique, qui parle. Donc, Mélodie, vous êtes directrice des campagnes globales d'Orange Business Service, mais vous intervenez ce matin en tant que fondatrice, on en a parlé ce matin, donc du groupe de ressources d'employés, ou Employee Resource Group pour les anglo-saxons, hein, les atypiques, hein, et vous coachez aussi des dirigeants et des managers, et vous avez un podcast, mais aussi un livre. Alors, je crois que ça s'appelle Les atypiques du cerveau. Hein, c'est bien ça? Je ne me trompe pas? C'est ça, tout à fait, pour le podcast. Oui. Voilà. Nous avons aussi, alors merci une nouvelle fois Michel d'être parmi nous. Vous êtes directeur de France 3 Bretagne. Donc là, on avait prévu ce webinaire, mais vous avez un déplacement. Donc là, vous êtes organisé avec les moyens. Pas du bord, vous êtes près de la mer, donc c'est pas mal. Et pour être là parmi nous, et donc vous serez là avec nous jusqu'à vers 11h30. Du fait de ce live, hein, vous avez aussi, comme vous tous ici, des activités. Et là, c'était un petit peu complexe, donc merci d'être là. Emmanuel Hervé, ça va le faire venir. Du coup, je vais en dire deux mots. Emmanuel Hervé est le PDG en fait du groupe du même nom, du groupe Hervé. Donc, pour ceux qui sont dans le bâtiment, une société bien connue fait partie de ce groupe qui s'appelle Hervé Thermique, qui est spécialisée notamment dans le chauffage. Et comme Mélodie, Michel, Emmanuel Hervé aussi a instauré en fait un management décentralisé et concertatif de l'inclusion. Il nous en dira aussi, il nous dira un petit peu ce qu'il en retourne dans son entreprise. Alors, Michel Dumouret, on va démarrer avec vous. Alors, bien en tête sur une question assez pratique, c'est pour vous, pensez-vous que cultiver un management ouvert à la diversité des talents valorise votre employeur et commercial dans votre entreprise? Ouais, je vais directement sur ce que peut apporter la diversité. Voilà en quoi ça peut valoriser votre marque employeur et la qualité en fait de vie aussi au travail dans votre entreprise. Alors moi, je vais parler évidemment du prisme un petit peu de la télévision. Bien sûr. Et clairement de la télévision de service public. Et donc, inutile de vous dire, Jean-Pierre, et je m'adresse évidemment à tout le monde, que la diversité, la prise en compte de la diversité dans le management et dans les recrutements est pour nous une obligation de service public. À partir du moment où l'audiovisuel public doit aujourd'hui représenter tout ce qui est la France et tout ce qui fait la force de la France, les forces de la France, ça veut dire qu'on prenne en compte en effet toutes les aspérités de cette France, que ça soit, et vous l'avez dit Jean-Pierre, que ça soit culturel, que ça soit aussi, et ça pour moi c'est extrêmement important également, social aussi, la diversité sociale. Évidemment on a parlé aussi du genre. Bref, refléter ce que la France est et clairement devenir un miroir. Et ça, c'est extrêmement, évidemment important. C'est une obligation de service public. Et on est là aussi, pour ne pas monopoliser la parole, on est assujetti aussi à une réglementation, hein, et qui est notamment régie par l'ARCOM, autrefois le CSA, qui nous impose, et c'est bien normal, que le service public puisse avoir en son sein le nombre de femmes qu'il faut experts, par exemple. On a eu... Et quand j'ai dirigé la rédaction nationale de France Télévisions avant de venir ici en Bretagne, je me souviens qu'on a mis en place aussi, notamment avec Caroline Forest, un agenda et un agenda des experts pour justement éviter qu'à chaque fois on invite
des hommes blancs de plus de 50 ans sur notre antenne, on a élargi un petit peu notre panel. Et puis, c'est aussi important, si on veut créer ce lien aussi de citoyenneté, eh bien, il faut que nos journalistes ressemblent un petit peu aussi à ceux qui les interrogent. Et donc, évidemment, que ça devient aussi pour nous. Alors, c'est pas la discrimination positive, parce que je pense que ça, c'est pas tout à fait notre parti pris, mais c'est d'être vraiment de ce qu'est aujourd'hui la France. Superbe. Hein. Alors, on aura appris en plus une chose, je ne connaissais pas. Donc, le nouveau CSA, c'est l'ARCOM. L'ARCOM, c'est ça Oui, l'ARCOM. D'accord, très bien. Et si on revient sur la... Du coup, voilà, on comprend très bien, effectivement, vous avez une certaine obligation en même temps, enfin, en tout cas, d'être dans cette diversité. Mais est-ce que la pratique de cette diversité ou le management de cette diversité, vous sentez des effets sur justement la marque France 3, sur spectateurs, voilà, c'est assez spécifique puisqu'effectivement, on est sur le service public, mais globalement, pour vous, quel serait l'impact en fait sur votre marque employeur et en tout cas peut-être aussi sur l'attractivité pour travailler chez France 3, chez France Télévisions? Alors c'est toujours un peu particulier parce que c'est vrai qu'on fait de la télévision et que la télévision ce sont des visages et ce sont aussi des habitudes. Et que globalement, le fait qu'on soit en effet dans l'inclusion, et on a parlé de toutes les inclusions, c'est que notre public, il se reconnaît. Donc, s'il se reconnaît, ça veut dire qu'il va suivre nos programmes. Donc, on peut imaginer, en effet, d'être dans l'inclusion aussi de notre public et de l'ensemble des publics, et donc de nous assurer aussi qu'on s'adresse à tous les publics. Donc, je parle en termes d'impact d'audience également. C'est-à-dire que si on veut garder, en effet, ce public-là, il faut aussi qu'il s'y retrouve. Et donc, dans les incarnations aujourd'hui, il faut en effet et je me répète, qu'on puisse ressembler à la France et à ceux qui nous regardent. Et à partir du moment, je pense, où on ressemble à ceux qui nous regardent, on s'arroge un public qui partirait ailleurs. Donc ça, c'est pour moi déjà un gage finalement d'audience. Et c'est aussi un gage de crédibilité. Et on en avait parlé déjà avec Jean-Ange. Moi, j'avais été frappé quand on allait sur les ronds-points du temps de la crise des Gilets jaunes, où en effet les politiques étaient vilipendés, mais aussi les journalistes. Et alors évidemment, et c'est bien normal, comme c'est le public qui paye le service public en prenait plein son grade. Et on nous faisait ce reproche en nous disant « vous ne ressemblez pas, on nous entend jamais ». Et c'est vrai que ça nous a un petit peu perturbés, remis en question. Et je pense que là aussi, ça montre bien que lorsqu'on n'est pas en adéquation avec les publics, il y a une fracture qui peut s'installer, du ressentiment. Et donc, j'espère qu'on s'est amélioré. J'espère que là-dessus, c'est très concret. C'est-à-dire que c'est la proximité. Donc, retourner sur les terrains, aller revoir, tous ces gens qu'on a été voir il y a 3 ans quand on était en pleine crise, par exemple, et pour leur dire qu'ils font partie de notre communauté de public également. Et ça, c'est extrêmement important, même si après, on s'aperçoit que de plus en plus, et je parle là de télévision et de radio, qu'on s'adresse de plus en plus à une télévision d'opinion ou une radio d'opinion, où là, on est dans une segmentation du public. C'est pas notre cas, en tout cas pas notre ambition, et c'est pas notre rôle. Oui, vous ne faiêtes pas d'ailleurs de la publicité segmentée comme certaines chaînes le font. Quoi, non, c'est pas le genre de la maison. Mélodie, on n'avait pas prévu cette question, mais globalement, Michel Dumoré nous donne cette expérience en fait du service public. Chez Orange, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait justement alors, vous avez une approche un petit peu différente, mais si on parle du management de la diversité, si je reste sur cette question de la marque employeur, est-ce que vous voyez des effets sur les collaborateurs? Comment vous voyez ça? Alors, je peux parler au nom, en tout cas, du côté employé étant concerné, et non pas au nom de la marque en tant que telle, mais ce que je peux dire, et notamment avec vous le citiez tout à l'heure, avec le groupe employé que j'ai créé, c'est que de toute façon, on peut constater, et c'est le cas globalement, enfin c'était évoqué par Michel, que de toute façon, la diversité des profils, elle est cruciale pour les raisons évidentes qui ont été citées, et aussi parce qu'on a de plus en plus d'études qui prouvent que
plus on a de diversité autour de la table, plus ça va apporter de performance à l'entreprise. Donc ça, c'est aussi important de le mentionner. Alors, diversité au sens large, encore une fois, que ce soit de la diversité culture, origine, autre, mais aussi cognitive. Parce que c'est vrai que là-dessus, en tout cas, moi, c'est ce sur quoi je travaille le plus. C'est bien le point, c'est clair. Donc aussi des façons de penser différentes. Et en fait, quand on y réfléchit, j'ai envie de dire c'est plutôt logique. C'est-à-dire que si on met autour de la table, alors Michel parlait de l'homme cisgenre blanc d'une quarantaine d'années, c'est vrai que c'est on pense ça, mais aussi il y a tout ce qui va être de l'ordre de la différence invisible également et qu'il faut convier autour de la table parce que pour éviter d'avoir des personnes qui vont être finalement avec les mêmes façons de penser, les mêmes solutions. Et donc si on arrive en permanence avec les mêmes solutions à des problèmes, on ne peut pas aller vers de l'innovation. Donc il y a cette notion d'innovation qui est hyper importante et que nous en tout cas on a pu tester et vérifier au-delà des études comme je disais qui existent là-dessus. Et donc c'est pour ça que la diversité elle est essentielle à plusieurs niveaux, évidemment au sein de l'entreprise pour une culture de l'inclusion, la diversité, mais aussi cette performance, et puis ne pas oublier aussi par rapport à ses clients. C'est-à-dire que si moi-même, je ne me mets pas en capacité de mieux comprendre les besoins, la diversité justement de mes clients, je ne peux pas y répondre. Donc en fait, il y a vraiment ces sujets-là qui se mélangent, mais justement pour aller appuyer de toute façon ce même levier d'un besoin, d'une nécessité de cette diversité. Merci beaucoup de cet éclairage, Véronique, ce premier éclairage qui complète là, le point de Michel Duboré. Entre-temps, je vois qu'Emmanuel Hervé nous a rejoint. Emmanuel, bienvenue. Je vois que vous aviez coupé votre caméra, voyant que nous étions, voilà, c'est toujours les joies du direct. On a toujours, c'est assez normal. De toute façon, depuis 2020, on a toujours ce genre de choses, mais ça met du piment un peu dans nos présentations. Alors, je me suis permis, pendant que vous étiez offline, comme on dit en bon français, de vous présenter. Donc, je ne vais pas refaire cette présentation. J'espère que je l'ai bien fait. Vos auditeurs le diront. En tout cas, moi, je vous connais puisque je suis aussi dans l'univers du bâtiment dans lequel vous exercez. J'avais une question pour vous. On parlait d'impact, en fait, de la diversité au sein des entreprises. Je sais que dans votre entreprise, on en a parlé, il y a un type de management, de culture, mais ma question, ça serait, et je sais que finalement, la question n'est pas tout à fait la bonne, mais comment vous managez la diversité au sein de votre entreprise et quels bénéfices vous en tirez ? Je pense que vous avez plutôt un style de management qui amène la diversité plutôt que de gérer la diversité. Mais je vous laisse répondre au point, Emmanuel Hervé. Excusez-moi, je peux me connecter. Aucun souci. Alors par contre, on vous entend pas très bien. Il faudrait se rapprocher peut-être du... Je pense que ça va être bon, là. On sent le son. Si vous m'entendez, je sais pas si... Là, c'est bon. On peut y aller. Okay. Ouais. Allez, on y va. Donc, mon entreprise, donc aujourd'hui, on a 3900 personnes. Mais en fait, nous sommes organisés avec des managers de proximité qui font le recrutement et la sélection des équipes. Et on en a 310 qui ont des petites équipes de 6 à 20 personnes. Il leur est demandé depuis des années de recruter aujourd'hui principalement sur les qualités comportementales plutôt que sur le savoir-faire technique. Alors qu'on vient d'un métier, comme tous les métiers techniques, du bâtiment. La raison en est la suivante. Et je vais faire un petit écart par rapport à notre organisation, mais pour mettre dans le contexte de l'évolution de la société telle qu'on voit, nous sommes convaincus qu'on va robotiser, informatiser absolument tout ce qui est logique, répétitif et pénible. La machine, les robots, l'IA, l'intelligence artificielle générative, etc., dans les années qui viennent, ce n'est que le début, la courbe exponentielle va aller vers une généralisation et donc une automatisation, une numérisation, une robotisation de toutes les tâches, dans tous les métiers. Et par ambivalence, on pense que plus on va aller dans cette direction, plus ce qui va prendre de l'importance, c'est l'humain. C'est-à-dire que ça sera moins le savoir-faire technique que la manière de mettre en œuvre nos différents savoir-faire techniques qui va devenir primordial. Et par rapport à ça, ce sont donc des qualités comportementales de la relation à autrui, de la relation aux autres, la relation humaine,
qui va devenir l'élément différenciant. Quand je parle de ça, je parle de qualité liée à plutôt une éducation, de la politesse, de l'information, préciser quand est-ce qu'on va passer, quand est-ce qu'on est en prestation de service, quand est-ce qu'on ne passe pas, faire un rapport de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire, jouer la transparence, de manière à créer une relation de confiance dans la durée avec notre environnement. Dans ce cadre-là, nos managers vont donc plutôt avoir comme priorité de recruter des individus, des personnes, des citoyens qui ont envie et qui ont des motivations sur 3 aspects principaux. Être autonome dans l'organisation de leur travail, d'avoir une autonomie de leur propre organisation de travail, non pas par rapport à leur hiérarchie, mais par rapport à leur environnement, à savoir leurs collègues de travail, les clients et les fournisseurs. Deuxièmement, à assumer des responsabilités, et cette fois dans la gestion, mais de A à Z de la prestation et de la relation qu'ils ont avec les clients. Donc de ne pas morceler le travail en sous-tâches, qu'on peut imaginer avec ce qu'on appelle l'ubérisation des tâches. Et donc d'avoir la reconnaissance de leur travail directement par le client, par les personnes à qui ils travaillent, et toujours non pas par rapport à leur hiérarchie. Et troisièmement, l'envie d'avoir une démarche pour travailler de manière coopérative, c'est-à-dire en fraternité, en solidarité avec d'autres, partager et faire en sorte qu'à plusieurs, on soit plus fort que tout seul pour affronter les difficultés ou les différentes solutions qu'on peut avoir à mettre en œuvre. Ces 3 éléments, autonomie, responsabilité et envie de travailler de manière coopérative, font c'est très très proche d'un auto-entrepreneur, on appelle ça chez nous un intra-entrepreneur, et c'est ce qui va être demandé en termes de profil prioritaire dans le recrutement auprès de nos managers d'activité. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où vous avez ces appétences-là, les personnes qui ont envie de travailler en coopération et non pas en compétition, les personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont curieuses et qui sont dans le respect d'une manière de gérer la relation autrui, vont avoir des qualités comportementales qui vont correspondre aux besoins de nos entreprises dans les années à venir. Et là, après, cette diversité n'est pas liée il en faut, bien évidemment, elle est pas liée à l'origine des personnes, à la religion, au sexe, à un handicap ou autre, mais plus à ses qualités comportementales. Très bien, écoutez, merci de cet éclairage. Effectivement, du coup, ça génère de la diversité. On ne cherche pas de la diversité, mais elle vient par rapport à ce management. Michel Dumoret, si on reste sur les managers, pour vous, quels sont les traits de compétences en fait et qualités humaines qui définissent ce qu'on pourrait appeler un leadership inclusif dans une organisation comme la vôtre? Comment on pourrait définir ces traits de compétences de qualité humaine en fait pour un management, on va dire qu'on va appeler inclusif? Alors, clairement, je le rappelle, nous, on est dans un milieu et dans un média qui est celui du visuel public, donc on a aussi véritablement nos spécificités. Mais moi, je buvais vraiment les paroles d'Emmanuel Hervé parce que, en effet, je pense que lorsqu'on est dans ces formes d'inclusion, on peut susciter d'ailleurs en interne des vocations. On peut aussi, j'allais dire, créer des dynamiques également vraiment intéressantes. Et j'allais dire qu'on est même presque au-delà de notre métier d'employeur. En fait, on est sur des questions pour moi qui sont de l'ordre de la citoyenneté, et je pense qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit syndicaliste ou qu'on soit directeur, comme je le suis, d'une entreprise de télévision, on a cette responsabilité-là. Et cette responsabilité-là, elle est collective et elle est payante à moyen et à court terme. Et vous aviez raison, Emmanuel Hervé, de dire que tout ça, à la fin, ça crée du lien. Ça crée vraiment une vraie force collective parce que ce sont aussi des valeurs qu'on partage, qui sont les valeurs de l'écoute, du respect de l'autre. Et moi, ce que je dis lorsqu'on est lorsque je vais dans les lycées ou dans les collèges expliquer la première qualité qu'il faut pour être journaliste, c'est d'aimer les gens. Et d'aimer les gens, vous savez, qu'on soit issu d'un milieu social défavorisé et favorisé, on parlait tout à l'heure d'éducation, eh bien, tout ça, ça fait partie en effet d'éducation. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai quelques petits dadas, comme celui justement de l'inclusion, et qui se fait dès l'école. Et donc dès le plus jeune âge. Et ce sont vraiment des leviers sur lesquels il faut qu'on travaille, parce que finalement, là, on est en train de parler du vivre ensemble,
tout bonnement. Et quand on regarde l'état de notre planète, l'état de notre monde aujourd'hui, on se dit qu'on a une sacrée responsabilité à le faire, recréer du lien, recréer du sens, faire en sorte aussi, et je pense que c'est aussi faire de la pédagogie, de dire que tout ne se vaut pas, que toutes les valeurs ne sont pas au même niveau. Et rappeler tout ça, ça fait partie aussi, pour moi, de l'inclusion, hein, franchement, dans une société aussi multiple que la nôtre. Et donc, c'est quelque chose, vous savez, à France Télévisions, aujourd'hui, c'est vraiment des critères, notamment au niveau de l'embauche. Alors, j'ai bien aimé ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas forcément des critères liés à la couleur de la peau, c'est en effet des critères liés beaucoup plus à un comportement, à une manière d'être avec les autres. Et alors après, il y a évidemment, ça s'apprend, hein, il y a quelques techniques de base, de management inclusif, et ça, évidemment, ça s'apprend aussi, et pas forcément dans les écoles, hein, ça peut parfois être l'école de la vie, qui peut se compléter par autre chose, mais globalement, c'est à mon avis la manière la plus efficace. Donc voilà, rendre compte, et ces qualités-là, je vous assure que lorsqu'on est commercial, par exemple, ces qualités-là, vous les retrouvez lorsque vous allez voir votre clientèle. Et lorsque nous, on est service public, lorsqu'on va interviewer les gens, c'est ce positionnement, ben, on doit l'avoir au sein de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de notre public, puisqu'on a un accès à notre public. Merci beaucoup, Michel Dumoret. Vous voyez, on a essayé de tenir le timing, il est 27. Donc, voilà. Je peux rester 5 minutes encore. Je peux encore rester 5 minutes. Ça nous va très bien. Plus vous restez, plus on est heureux. Donc, ça nous va très bien. Mélodie, je poserai un peu la question, mais un peu différemment. C'est, vous, quelles sont les caractéristiques d'un manager inclusif et est-ce qu'on peut le former? Est-ce qu'on peut former des managers, si on va un peu sur ce volet-là, des managers inclusifs? Après, il y a peut-être des choses qui ne se forment pas. Hein, ce que disait Michel Dumoret, il faut aimer les gens. Le journaliste doit aimer les gens, mais je pense qu'aussi le manager doit aimer les gens pour manager. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, des caractéristiques qui définiraient un manager inclusif et est-ce qu'on peut le former à ça aussi? Comment vous voyez ça, Mélodie? Alors, en effet, il y a on va dire, hard skills ou soft skills, savoir-être ou peut-être savoir-faire, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, pour moi, ce sujet-là, ce qui est important déjà, c'est la notion d'ouverture. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être en capacité, et ça peut s'accompagner en termes de formation, de sortir de ses propres stéréotypes et de ses propres biais, parce qu'on en a toujours, mais encore faut-il avoir cette capacité de prendre du recul et de les questionner pour être justement à l'écoute des besoins, des challenges aussi, des collaboratrices et collaborateurs, mais aussi des forces. En fait, là-dessus, la façon de former, donc ça va être à plusieurs niveaux, bien évidemment, et ça dépend aussi d'où on part, hein, on va pas se mentir, c'est ce qu'évoquait Michel, ça dépend aussi voilà, des profils qu'on peut avoir en termes de management. C'est là où c'est important aussi de dire, et je pense que, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater, en France, on a aussi souvent le souci que le poste de manager est vu parfois plus comme une promotion que pour un poste à part entière avec des compétences qui doivent être liées. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi de signaler parce que mine de rien, ça explique aussi certaines difficultés qu'il peut avoir à ce niveau-là, alors que voilà, si on considère ça comme une fonction avec des compétences nécessaires qui, encore une fois, peuvent s'accompagner, et ça fait bouger les lignes par rapport à ça et par rapport à qui on va mettre en face. Donc moi, ce que j'ai souvent, c'est que c'est pas tant forcément de former pour que la personne elle ait toutes les bonnes réponses sur tous ces sujets-là en tant que manager, mais déjà, et ça c'est quelque part entre guillemets plus facile peut-être, former à se poser les bonnes questions. Ça veut pas dire qu'on aura toutes les solutions en tant que manager, et on le sait bien, hein, surtout les managers de proximité, c'est pas évident, mais déjà se poser les bonnes questions et le rôle étant en tant que manager, comment je peux faire en sorte que chaque personne de mon équipe soit en mesure d'être le ou la plus performante et de donner le meilleur de soi. Et donc, pour que cette personne puisse donner le meilleur de soi, ça inclut aussi une notion de qualité de vie au travail, de justement être dans ce regard plus global sur, encore une fois, la diversité. Donc, pour revenir plus précisément sur le principe de formation, et sans entrer dans le détail, parce qu'il y a plein de choses qui existent, ça va être une formation, ça peut être des formations, par exemple, sur la capacité à justement être sensibilisé déjà à qu'est-ce que la diversité, ce qu'on met derrière. C'est bête à dire, mais c'est quand même la base et c'est pas toujours fait. De quoi on parle, et c'est ce qu'on a dit au début du séminaire, de quoi on parle quand on parle de diversité. Il peut y avoir des biais assez rapidement faits qui sont pas justes, quoi. C'est ça, parce que si je demande chez toutes les personnes qui sont présentes ici de dire c'est quoi la diversité pour vous,
je suis pas sûre que tout le monde aura exactement la même définition. Donc, c'est important aussi, en termes aussi d'entreprise ou d'organisation, de se dire qu'est-ce qu'on entend par là, parce qu'il peut y avoir des nuances derrière. Est-ce qu'on va inclure, et c'est une question qui revient souvent sur la table, les notions de handicap, comment il les inclut dans la diversité? Est-ce que diversité et inclusion? Parfois aussi, on voit sur les postes, avant, on avait des postes diversité et inclusion, maintenant, c'est diversité, équité et inclusion, ça ajoute encore une autre notion. Donc là, chaque entreprise, chaque organisation ne part pas du même lieu et ne veut pas forcément aller ou n'a pas la capacité à aller au même endroit. Donc, en fait, les formations envisageables, elles sont aussi en fonction de ça. C'est quoi la mission de l'entreprise, la raison d'être, si on pense à ces sujets-là, et quels sont les outils qu'on peut donner aux managers pour avancer là-dessus. Donc, encore une fois, ça peut être des formations, évidemment, autour de ce qu'on appelait plutôt les soft skills, donc que ce soit de la question autour de l'ouverture, l'empathie, le questionnement, enfin tout ça s'apprend également, on peut progresser là-dessus. Et puis à hard skills qui vont plutôt être des outils pour, par exemple, évaluer certains critères qui existent sans rentrer dans les détails pour dire est-ce que je respecte bien ces notions de diversité, est-ce que je l'ai bien implémenté, comment je la fais vivre. Donc en fait voilà, il y a plusieurs choses qui existent et qui peuvent être mises en place pour que, encore une fois, on ne donne pas des directives aux managers, mais en les laissant se débrouiller quelque part. C'est aussi un rôle important. Et Mélodie, on a les bons outils, les outils existent concrètement, ouais. Les outils, oui, encore une fois, les outils existent. Évidemment, ils sont différents selon les entreprises et organisations. Tout le monde n'a pas forcément accès, selon petite ou plus grande structure, par exemple, aux mêmes outils. Par exemple, il y a dans les grandes entreprises des programmes qui sont déjà établis, qui sont structurés, ce qui est parfois moins évident parce que moins réplicable selon les échelles. Mais là-dessus, oui, il y a des formations. On parle aussi beaucoup à l'heure actuelle du concept, je vais l'appeler concept de manager coach. Qui au-delà de la notion de coaching en tant que tel, c'est aussi une façon de se dire quel est le rôle du manager, comment moi je définis cette fonction-là et quels sont les outils que je donne pour que justement le manager, alors si on parle de manager coach, c'est le principe aussi d'aider à faire grandir les équipes. Si on parle, on raccroche à la question d'avant qui était aussi sur le leadership. C'est en fait comment, voilà, moi je vois ce sujet-là et comment finalement, si je remonte un cran plus haut, comment je définis le rôle du manager. Et là encore, c'est pas forcément la même chose selon les entreprises et organisations. Très clair. Alors j'ai une question là qui s'adresse à Michel Dumoré et à Emmanuel Hervé. Alors on va démarrer du coup par Michel pour pas vous retarder. C'est si on s'arrête un petit peu sur lié à ce management. Alors à ce management, on va dire de la diversité ou à ce management tout court que vous évoquiez, Emmanuel Hervé. Pour vous, l'impact de ce type, ou les effets du management de la diversité, en fait, sur l'engagement et le bien-être des salariés. Si on va sur ce curseur-là, voilà, quel serait votre éclairage? On va démarrer donc par Michel et ensuite Emmanuel, vous donnerez votre point pour libérer Michel Dumoré. C'est gentil. D'abord, une entreprise est toujours gagnante, clairement. Et je peux vous dire aussi que lorsqu'on essaye comme ça d'inclure le plus de monde possible, on arrive à créer des dynamiques de groupe. Et on est dans une spirale plutôt positive. Après, il ne faut pas que ça soit, comment vous dire, l'inclusion pour l'inclusion. Il ne faut pas qu'on soit moralisateur. Il ne faut pas que ça soit des choses, je pense, et je rebondis sur ce que vient d'être dit. Il faut aussi le comprendre. Et donc avoir quelques clés quand même de compréhension sur le monde dans lequel on est pour expliquer qu'en effet, accueillir l'autre ou être avec les autres, on fait corps et ça donne quand même une impression d'appartenance dans l'entreprise qui est extrêmement valorisante. Et je le vois moi lorsqu'on est comme ça sur ces questions-là ensemble sur des réunions, on voit très bien que ça engage les gens. Et je peux vous dire que l'impact, on le sent très bien dans une ambiance d'entreprise où chacun se respecte, où on voit en effet que les différences, elles sont données parce que lorsqu'il s'agit d'être sur un projet, là, tout le monde est sur le même niveau. Franchement, ça crée un lien avec les équipes qui la rendent finalement beaucoup plus productive, quoi. Et je pense on a toujours intérêt à créer, moi je crois beaucoup à ce qui s'appelle l'accompagnement de projet, les dynamiques, et là vous voyez c'est la diversité ou pas, en fait, c'est du management.
Et la diversité, il faut que nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, on l'intègre évidemment dans notre réflexion. Mais après, c'est pas non plus. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais fait une petite allusion à la discrimination positive. Il faut pas non plus que ça soit, et on a eu plusieurs fois le débat au sein de France Télévisions, hein, lorsqu'il fallait en effet faire des embauches, on se disait on va prendre cette personne parce qu'elle fait partie de la diversité. Et je pense que ça c'est compliqué, parce que ça crée des frustrations à côté, et on ne doit pas, c'est pour ça que la discrimination positive est sujette quand même beaucoup de questionnements pour moi. Mais en tout cas, on est toujours gagnant. Et il ne faut pas faire ça semblant, parce qu'il faut pas faire semblant, hein, parce que c'est pire que tout. Il faut vraiment que ça soit dans la sincérité de l'action. Merci beaucoup. Merci Michel Dubouré. Donc on va Je vais écouter comme la réponse d'Emmanuel avant de m'en aller. Voilà, exactement. Vous êtes. Voilà, parce que un peu d'éducation, hein, Emmanuel. Emmanuel, à vous. Merci Michel. C'est bénéfique pour l'entreprise. Alors par contre, ouais, le son est redevenu pas bon. Je sais pas, vous étiez peut-être pas éloigné. Moi, je me rapproche peut-être. Là, on est bien. Là, on est parfait. Est-ce que c'est bénéfique? Oui. Alors, mais concrètement, parce que je vais prendre des exemples très concrets. Alors, on n'est pas parfait. Ouais, désolé. Par rapport à tout à l'heure, ça marchait super bien. Là, il y a peut-être une distance, je sais pas, par rapport au micro. J'ai réfléchi. Est-ce que c'est revenu? Non. Ah. Vous m'entendez? C'est bon? Non? Oui. C'est mieux. C'est revenu? On sait que le chauffage est parfait chez vous, mais le son est moins bon. Voilà. Allez-y, allez-y. Je suis dans Paris, là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon? Non, j'ange? Non, toujours pas. Si on tend l'oreille, on va y arriver quand même. Je pense. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Je ne sais pas si ça marche. C'est pas évident. Allez-y, il y a un petit grésillement, mais allez-y, Emmanuel, allez-y. Ouais. Ok. Concrètement, sur le bien-être, je pense qu'aujourd'hui, pour nos entreprises, le premier critère de recrutement et ce que recherchent les salariés, c'est à se renseigner sur comment ça se passe dans les entreprises. Donc, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour recruter. Donc, si il y a un mal-être ou des problèmes dans une entreprise, les salariés le communiquent à l'extérieur. Inversement, s'ils se sentent bien, ils le communiquent à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes sur une croissance de 200 personnes par an. Ça ne peut se réaliser, de notre point de vue, que parce que les salariés communiquent positivement à l'extérieur. Et pour ça, on a fait tout simplement, nous, une démarche de qualité de vie au travail avec un organisme extérieur qui s'appelle Great Place to Work, qui a questionné la totalité de nos salariés de manière anonyme sur plus de 60 questions liées à l'inclusion, la diversité, le bien-être. Et on a été certifié, pas par la direction d'entreprise, pas par les managers d'entreprise, par les salariés de l'entreprise. Et donc, oui, c'est bénéfique parce que c'est un élément qui est indispensable aujourd'hui au développement de nos entreprises. Les salariés, les citoyens recherchent aujourd'hui à travailler dans une ambiance où ils vont être respectés, pouvoir s'exprimer, pouvoir participer aux décisions qui les concernent. Et le cadre managérial, quand il est propice à ce genre de démarche, est un atout favorable. Je reviens ensuite sur un autre point, c'était la formation des managers. Oui, on peut former des managers. Notre première source de formation, nous, c'est les collègues managers entre pairs, qui sont les meilleurs vecteurs de formation, avec des plans d'intégration et du tutorat pour faire évoluer quelqu'un dans la responsabilité managériale et être ouvert à la diversité, bien évidemment, de tout ce que vous évoquiez souvent au niveau médiatique, diversité de genre, de religion, de tout ça. C'est pas un sujet, c'est la diversité des points de vue, d'avoir des personnes qui ont des points de vue différents et un cadre approprié pour pouvoir en débattre, confronter les points de vue, argumenter, contre-argumenter et arriver à participer aux décisions et donc à des compromis ensemble par rapport au fonctionnement de leur équipe de proximité. Quand on arrive à faire ça, il est indispensable d'avoir de la diversité de points de vue qui à ce moment-là fait que l'origine des personnes n'est absolument pas un sujet. Au contraire, c'est l'individu, le citoyen en lui-même qui va être l'élément important dans ce que j'évoquais en préambule, sa qualité comportementale de relation aux autres et de vouloir
travailler de manière coopérative, donc en équipe, en se respectant les uns les autres, tout en n'étant pas forcément d'accord, surtout, et même en étant des fois dans des relations de conflit. Tout ça, ça crée un environnement à ce moment-là qui est favorable au bien-être des salariés qui aujourd'hui, dans la société en général, cherchent à participer aux décisions qui les concernent et à comprendre pourquoi les décisions sont prises et pouvoir adhérer aux décisions qui sont prises à leur niveau par rapport à leur environnement de travail. Mais oui, le bien-être, bien évidemment, et donc la diversité participe pleinement de la réussite, pas que de nos entreprises, de la société en général. Et oui. Et c'est ce que disait Michel Dumoret, effectivement, c'est une valeur d'entreprise qui va au-delà, effectivement, c'est de la vie personnelle aussi, qui impacte, en fait, en société, quoi. C'est le point. Michel, vous voulez rebondir sur je crois qu'il y a un bel échange, ou Mélodie, en fait, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel. Je crois qu'on est tous en face pour dire que ça dope la motivation, l'engagement des collaborateurs. Peut-être si on met le curseur sur l'influence que ça en termes de promotion, d'évolution de carrière des collaborateurs, est-ce que voilà, on a ce cliquet-là? J'imagine que oui, parce que c'est en prolongation de ce qu'on vient de se dire. Emmanuel, vous voulez... Ouais, je sens que voilà, le sujet vous... C'est ce qu'a dit Michel tout à l'heure, c'est que cette manière de fonctionner permet d'écouter les salariés par rapport à leur motivation. Ouais. Et de leur donner une capacité d'évoluer. Alors, évoluer éventuellement hiérarchiquement pour prendre une responsabilité managériale. Nous, 60% des managers de proximité proviennent du terrain. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'équipe, c'est des anciens responsables de chantier, techniciens de maintenance, assistants ou assistantes de gestion, qui, à un moment donné, demandent à évoluer dans la position managériale, éventuellement par rapport à leurs anciens collègues ou dans une nouvelle équipe. Et on favorise la promotion et l'évolution interne énormément. On a 60% à 2/3 des managers qui viennent d'évolution interne. Oui, mais au-delà de l'évolution hiérarchique, il y a aussi la capacité à être en écoute par rapport aux souhaits et aux motivations d'évolution, d'élargissement du périmètre de responsabilité ou de type d'action que veulent faire les salariés, qui n'est pas toujours vis-à-vis d'une responsabilité managériale, mais qui peut être d'aller sur un autre métier, d'autres tâches à tout moment. Et quand vous êtes à l'écoute de ces attentes, ça donne une flexibilité, une mobilité à l'intérieur de l'entreprise et une capacité à un même salarié de pouvoir faire 10 métiers à l'intérieur de la même entreprise. Et ça, ils apprécient, en tout cas, je pense énormément ça. Et ils restent chez vous. Bah, du coup, Emmanuel, ils restent chez vous, par définition. Absolument. Et oui. donc, les managers doivent être à l'écoute des souhaits d'évolution, non pas de la stratégie de l'entreprise, mais des salariés. Et une partie de la stratégie de l'entreprise va se faire en étant à l'écoute des souhaits d'évolution de nos propres salariés. Et qui vont nous permettre, je vous donne un exemple très concret, nous sommes implantés depuis le mois de juillet là, sur l'île de la Réunion, on a 100 personnes, c'est venu tout bêtement d'un salarié il y a 2 ans à Valence qui nous a dit qu'il avait un projet de vie personnel qui n'était pas lié à l'entreprise, avec sa femme et ses enfants, d'aller sur l'île de la Réunion. C'est remonté, on l'a écouté, on a dit ok banco, on y va, on accompagne, tu vas créer une agence de l'entreprise en démarrant de zéro, de démarrer de zéro, et au bout de 2 ans, le chemin se fait en marchant. Là, c'est impacté 100 familles, pas une seule. Voilà, l'opportunité de reprendre une entreprise locale pour accélérer la croissance, et on se retrouve avec une vraie dynamique sur l'océan Indien. C'était pas une stratégie venue de la direction, c'était pas un souhait, c'était en étant à l'écoute des attentes d'évolution et des souhaits d'évolution des collaborateurs. Bel exemple, effectivement, finalement d'opportunités créées par justement cette stimulation auprès des collaborateurs, quoi. Michel, vous vouliez intervenir, je sens que vous êtes... on est ravis que vous ayez du temps avec nous. Alors par contre, vous avez coupé votre micro. Et voilà. Non, juste pour conclure, c'est vrai ce que vient de dire Emmanuel, c'est très important, c'est le bouche à oreille, en fait. Et c'est exactement ça, la réputation qu'a une entreprise à intégrer ses salariés, à les faire progresser, à faire aussi, à créer justement des moments aussi d'échange. Et moi, je le vois très bien. C'est clairement aujourd'hui
un gage en fait de qualité et ça fait parfois souvent la différence et le bouche à oreille, j'y crois beaucoup, ça marche beaucoup pour les films et ça marche aussi pour les entreprises aujourd'hui. C'est la réputation. Exactement la réputation et je crois que c'est voilà, c'est quasiment un passage obligé sans en faire trop. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment dans l'inclusion, il faut que ça soit l'inclusion la plus simple possible, sans pointer du doigt. C'est quelque chose qui doit être complètement naturel. Alors ça passe par des actions aujourd'hui. Mais après, il faut que ça soit lissé, il faut que ça soit quelque chose qui devienne complètement naturel. Et là, on aura réussi. Je suis obligé de vous laisser cette fois-ci, parce qu'il y a un petit JT qui va commencer bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci Jean-Georges, aussi le maître des lieux, et à toi, Jean-Pierre. Et je pense qu'il y aura des questions, Michel. Je pense qu'il y aura des questions qui arriveront et des bonnes questions. Un grand merci. Non, mais je vous en prie. Bonne journée à vous. À bientôt. Et Mélodie, on va poursuivre du coup par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de spécifique que vous mettez en place. On en a parlé ce matin, on en a brièvement parlé tout à l'heure. Ce sont les groupes de ressources d'employés. Ma question, c'est pourquoi il est important de créer ces espaces d'échange. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça favorise? Et comment ça marche, quoi, comme dirait l'autre? Alors, il y a plusieurs choses. En effet, sur les groupes de ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure précédemment sur le rôle aussi d'écoute au niveau du management qui est nécessaire. Voilà, ça permet de cocher, on va dire, plusieurs cases pour un alignement entre les intentions et entre ce qui va partir du top-down et de ce qui revient pour être sûr que au milieu, le curseur est bien justement placé. Je dirais, on va bientôt, malheureusement, devoir conclure ce webinaire et peut-être je laisserai la parole à Jean pour la conclusion globale, mais Emmanuel et Mélodie, si vous êtes d'accord avec moi, en fait, si besoin en était, on a montré ce matin, en tout cas vous l'avez illustré parfaitement et merci de vos interventions, que clairement, les principales ressources de nos entreprises, c'est justement très certainement cette diversité humaine, en fait, qu'il faut favoriser, qui est le principal actif de nos entreprises, de nos organisations, de toutes nos entités. Et je pense que vous l'avez montré ce matin, donc comment réagissez-vous par rapport à ce propos Dans un changement de paradigme qui est très important, qui peut sembler bateau dit comme ça, mais on le voit bien, qui n'est pas si évident dans les faits, qui est, alors vous évoquiez ressources humaines, avant on axait peut-être plus sur ressources, et là on est en train d'axer plus sur l'humain. Donc c'est-à-dire comment changer pour avoir une culture qui va être plus centrée sur l'humain, au sens large du terme, et donc de permettre justement ce changement de paradigme au sein des entreprises. Donc ça, c'est un changement de culture, un changement de management, de façon de travailler. Enfin, ça inclut énormément de choses derrière, de transformation, d'accompagnement du coup au changement qui sont nécessaires aussi. Mais voilà, on est en train d'aller vers ça et je pense qu'on en est finalement encore qu'au début. Donc c'est à la fois vaste, mais des changements positifs à venir également. Alors, je dis à tous les personnes qui rentrent dans l'entreprise, notamment les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, on a 10% d'apprentissage aujourd'hui, des effectifs qui sont en apprentissage. Et je leur dis bienvenue, non pas pour la fin de votre apprentissage, mais pour les 50 ans à venir d'apprentissage. Et pas que pour vous, les apprentis, pour tous les salariés de l'entreprise. La révolution qui est en train d'arriver avec la numérisation et la robotisation de tout est vraiment un élément qui va structurer nos entreprises et la société en général. Et le besoin des citoyens, pas que des salariés, des citoyens, c'est d'avoir des relations de proximité. On veut être informé de ce qui se passe à l'autre bout de la planète et de ce qui est le lien social à côté de chez soi. Et donc, dans nos entreprises de prestation de services, d'avoir des personnes de toutes origines, avec des diversités de points de vue, est indispensable pour être dans la proximité et la prestation sur mesure, personnalisée, qui va être l'élément différenciant pour mettre en œuvre les différents métiers et les différents savoir-faire techniques qu'il y aura dans nos entreprises. Donc cette diversité n'est pas une question, c'est une évidence, de notre point de vue, dans le fait de pouvoir développer nos activités dans les années. Grand merci, un grand merci aussi à Michel Dumoret et merci à tous nos auditeurs, auditrices. Jean, je te laisse le mot de la fin. On se retrouvera bien entendu sur des propos plus complets avec l'ensemble de nos intervenants sur les différents webinaires.
lors du colloque qui aura lieu le 29 novembre à Rennes. On vous est tous invités, bien évidemment, et à la relecture donc, de ces webinaires, eh bien, cette invitation va pour tous et chacun. On espère vous avoir nombreux, on espère que vous avez été à la bonne écoute aujourd'hui, avec l'animation de Jean-Pierre qui a été superbe, et cette nutrition précédemment. Donc, surtout les intervenants. Voilà, mais c'est important de souligner également aussi l'animation. En tout cas, j'ai vu que nos intervenants ont été très très bons. Merci à Michel Dumoret, à Emmanuel Hervé et Mélodie Ardouin.